En réponse au billet accoutumé de Carnacki nous invitant à dîner et à écouter une histoire, je me rendis de bonne heure à Chainwalk, où je trouvai arrivés avant moi les 3 autres amis qui étaient toujours de ces charmantes petites soirées: Arkwright, Jessop et Taylor. 5 minutes après, un dîner exquis nous occupait tout entier. « Vous n'avez pas été longtemps parti cette fois, observai-je au moment de finir mon potage, oubliant combien Carnacki déteste qu'on lui demande ne fût-ce que d'indiquer les grandes lignes de ses histoires avant qu'il se déclare prêt à les raconter. « Non, répliqua-t-il brièvement. Afin de changer le sujet, je communiquai à toute la table que je venais d'acheter un nouveau fusil, annonce qu'il approuva d'un sourire et d'un signe d'intelligence, comme pour me montrer quel plaisir lui causait ma tentative de détourner la conversation. Après le dîner, Carnacki s'installa confortablement dans sa grande chaise, alluma une pipe et entra au vif de son récit. Comme Dodgson vient de le remarquer, mon absence n'a pas duré longtemps et pour la très bonne raison que je ne suis pas allé loin. Je dois vous taire l'endroit exact, mais il n'est pas à 20 milles de Londres. Du reste, ma discrétion, sauf qu'elle m'oblige à déguiser un nom propre, ne gâtera pas mon histoire. Et c'en est une d'histoire, une des plus extraordinaires qui me soit jamais arrivée. Je reçus, il y a 15 jours, une lettre par laquelle un homme que j'appellerai Anderson me demandait un rendez-vous. Je fixai une heure, et quand nous nous rencontrâmes, il me pria d'examiner, et si possible de tirer au clair un cas invétéré et bien authentique de ce qu'il qualifia de maison hantée. Il me donna les détails les plus minutieux, et finalement, le problème semblant présenter un intérêt unique, je décidai de m'en occuper. 2 jours plus tard, sur la fin de l'après-midi, j'arrivais en voiture à la maison, une vieille demeure solitaire au milieu d'un parc. Anderson avait laissé au maître d'hôtel une lettre qui me priait d'excuser son absence et mettait la maison tout entière à ma disposition en vue de mes recherches. Le maître d'hôtel, évidemment, connaissait l'objet de ma visite et je l'interrogeai à fond durant mon dîner qui fut solennel et solitaire. C'est un vieux serviteur privilégié et qui possède jusque dans ses moindres détails l'histoire de la chambre grise. J'appris de lui 2 particularités supplémentaires qu'Anderson m'avait bien mentionnées, mais d'une manière toute fortuite. D'abord, il paraît que dans le silence de la nuit, on entendait la porte de la chambre grise s'ouvrir puis se refermer lourdement, et cela malgré qu'elle fût fermée à clé et que le maître d'hôtel eût lui-même déposé cette clé à l'office avec le reste du trousseau. De plus, tous les matins, on trouvait la literie arrachée du lit et jetée en monceaux dans un coin. Mais le fracas de la porte préoccupait surtout le maître d'hôtel. Bien des fois, ne pouvant dormir, il l'avait écoutée en grelottant d'épouvante, car il arrivait qu'elle retombât maintes fois, coup sur coup, avec le même vacarme, bang, 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 rendant le sommeil impossible. Je savais déjà par Anderson que la chambre avait une histoire s'étendant sur 1 siècle et demi. 3 personnes y périrent étranglées, un de ses ancêtres, et la femme et l'enfant de cet ancêtre. Ceci est véridique, et je m'étais donné beaucoup de mal pour le contrôler, de sorte que c'est avec le sentiment d'avoir à étudier un cas impressionnant qu'après le dîner j'allais jeter un coup d'œil dans la chambre grise. Peters, le maître d'hôtel, se montra fort effrayé de cette visite et m'assura de la manière la plus sérieuse qu'il se trouvait au service des Anderson depuis 20 ans et que jamais, pendant tout ce temps-là, personne n'était entré dans cette chambre après le crépuscule. Il me supplia, sur un ton tout à fait paternel, de bien vouloir attendre jusqu'au matin, car alors il n'y aurait aucun danger et lui-même pourrait m'accompagner. Naturellement, je le priai de calmer son inquiétude. Je lui expliquai que je me bornerais à inspecter rapidement les lieux et peut-être à poser quelques scellés. Il n'avait rien à craindre, j'étais accoutumé à ces sortes de choses. Mais quand il entendit ces derniers mots, il secoua la tête. « Il n'y a pas beaucoup de revenants comme le nôtre, monsieur, m'assura-t-il avec une sorte de mélancolique orgueil. Et par le ciel, vous allez voir qu'il avait raison. » Je pris une couple de chandelles et Peters suivit, portant son trousseau de clés. Il ouvrit la porte mais ne voulut à aucun prix entrer avec moi. Sa frayeur était évidente et il me supplia encore de remettre mon examen au temps où il ferait jour. Je me moquai de lui et lui conseillai de monter la garde à la porte, prêt à bondir sur l'être quel qu'il fût qui sortirait. « Il ne sort jamais, monsieur, me dit-il de sa voix solennelle, surannée, un rien comique. » À vrai dire, il trouva moyen de me donner l'impression qu'un frisson de terreur me gagnait moi-même, ce qui assurément ne lui eût pas déplu.
Je le laissai là et examinai la chambre. C'était un vaste appartement, bien meublé en grand style, avec un lit monumental dont la tête touchait au mur du fond. Il y avait 2 bougies sur le manteau de la cheminée et 2 sur chacune des 3 tables qui garnissaient la pièce. Je les allumai toutes et l'aspect de la chambre devint un peu moins sinistre. Toutefois, elle était très propre et à tout point de vue en bon état. Après une soigneuse inspection d'ensemble, je fixai de longs rubans bébés au travers des fenêtres, le long des murailles, sur les tableaux, devant l'âtre et les encoignures. Pendant tout le temps que je consacrai à ce travail, le maître d'hôtel demeura exactement au seuil et je ne pus le décider à entrer. Je lui jetai de temps en temps un mot de plaisanterie tandis que j'attachais les rubans et me transportais d'un endroit à un autre. Par intervalles, il répétait avec obstination « Vous m'excuserez, j'en suis sûr, monsieur, mais je voudrais tant vous voir sortir. Je tremble vraiment pour vous. » Je lui dis qu'il n'était pas obligé de m'attendre, mais il resta fidèle à ce qu'il considérait comme son devoir. Il me déclara qu'il ne pouvait s'en aller et me laisser seul. Il renouvela ses excuses, mais en même temps me donna à entendre de façon très claire que je ne me rendais pas du tout compte du danger de la chambre, et je pus voir que l'épouvante l'envahissait de plus en plus. D'autre part, j'avais à prendre les dispositions nécessaires pour que rien de matériel ne pût y entrer à mon insu, de sorte que je le priai de ne plus m'interrompre, à moins qu'il n'entendît ou ne vît réellement quelque chose. Il commençait à m'énerver, et l'atmosphère de vague terreur qui régnait dans l'appartement était déjà bien assez intense, sans que ses craintes vinssent y ajouter encore. Je continuai à travailler, étendant les rubans à une petite distance au-dessus du parquet, et les fixant de telle sorte que le plus léger contact eût brisé les seaux, si quelqu'un s'était, à la faveur de l'obscurité, introduit dans la chambre pour y jouer le rôle de fantôme. Toutes ces choses m'avaient occupé beaucoup plus longtemps que je ne m'y attendais. Soudain, une pendule sonna 11 heures. J'avais ôté mon paletot au moment de commencer mon travail. Je traversai la salle pour aller le reprendre sur un sofa, et j'étais en train de l'endosser quand la voix du vieillard, qui n'avait dit mot depuis 1 heure, s'éleva brusque et bouleversée. « Sortez, monsieur, vite, il va arriver quelque chose. » Dieu, quel bond je fis. Et voilà qu'au même instant, une des bougies de la table située à gauche du lit s'éteignit. Je ne sais si elle fut éteinte par le vent ou par quelque autre cause, mais un moment je perdis la tête au point de prendre mes jambes à mon cou dans la direction de la porte. Toutefois, je m'empresse d'ajouter que je retrouvai mon empire sur moi-même avant de l'avoir atteinte. Vous comprenez que je ne pouvais pas prendre purement et simplement la fuite sous les yeux du maître d'hôtel, alors que je venais de lui faire une sorte de conférence sur la nécessité d'être brave. De sorte que je retournai sur mes pas, saisis les 2 bougies de la cheminée et marchai droit à la table voisine du lit. Je ne vis rien. Je soufflai la chandelle qui brûlait encore, j'éteignis de même celle des 2 autres tables. La voix du vieil homme appela. « Oh, monsieur, je vous en prie, venez, venez !»« All right, Peters, » répondis-je. À vrai dire, ma voix n'était pas aussi rassurée que je l'eusse désiré. Je me dirigeai vers la porte et il me fallut un effort pour ne pas me remettre à courir. En tout cas, j'allongeai terriblement le pas. Près du seuil, j'eus la brusque sensation qu'un vent froid soufflait dans la salle, comme si la fenêtre avait été soudain entr'ouverte. Je gagnai la porte, et le vieux maître d'hôtel eut un recul instinctif. « Prenez les bougies, Peters, » dis-je assez vivement, et je les lui mis dans les mains. Je me retournai, empoignai la clenche et repoussai la porte de toutes mes forces. Elle se referma avec fracas. Je crus sentir, le croirez-vous, quelqu'un la tirer de l'intérieur, mais en cela je fus probablement le jouet de mon imagination. Je tournai la clé à double tour. Après quoi, je me sentis plus à l'aise et me mis en devoir de sceller la porte. En outre, j'attachai ma carte de visite au-dessus de la serrure. J'empochai la clé et descendis avec Peters, qui, taciturne et agité, marchait devant, montrant le chemin. Pauvre diable! C'est seulement alors que je fus frappé de l'angoisse intense qui venait de l'étreindre durant 2 ou 3 heures. Je me couchai vers minuit. Ma chambre était située à l'extrémité du corridor, sur lequel ouvrait la porte de la chambre grise. Je comptai les portes entre celle-ci et la mienne, et m'aperçus qu'elles correspondaient à 5 chambres. Et vous comprendrez, j'en suis sûr, que je n'en éprouvai nul regret. Je commençai à me déshabiller quand une idée me vint. Prenant ma bougie et ma cire à cacheter, je m'en fus sceller les portes des 5 chambres. Si une porte retentissait dans la nuit, je saurais exactement laquelle. Je retournai chez moi, m'enfermai et me couchai. Je fus tout à coup éveillé d'un profond sommeil par un grand bruit quelque part dans le corridor.
Je m'assis sur le lit, prêtant l'oreille, mais je n'entendis plus rien. Alors j'allumai ma bougie. À l'instant même de cette opération, jouis de nouveau dans le corridor le vacarme d'une porte violemment fermée. Je m'élançai du lit et saisis mon revolver. J'ouvris la porte et m'avançai dans le passage, élevant la lumière et le pistolet en arrêt. Alors arriva une chose étrange. Je ne pus faire un pas dans la direction de la chambre grise. Vous savez que je ne suis pas un poltron. J'ai été mêlé à trop d'affaires de revenants pour mériter semblable accusation. Eh bien, j'avoue que j'eus peur, mais là, peur comme un petit enfant. Il y avait quelque chose de trop inquiétant dans l'air de cette nuit. Je me réfugiai chez moi où je m'enfermai à clé, et je passai les heures qui suivirent assis sur mon lit, écoutant le tonnerre sinistre de la porte dans le corridor. Le fracas se répercutait d'écho en écho à travers toute la maison. Le jour parut enfin. Je me lavai et m'habillai. La porte n'avait plus fait de bruit depuis 1 heure et je commençais à retrouver mes nerfs. Je me faisais honte à moi-même. En quoi j'avais tort, car quand on se mêle de ces choses-là, il est inévitable que le système nerveux défaille de temps à autre. Alors vous n'avez qu'un parti à prendre. Attendre en vous traitant de lâche la sécurité du jour. Parfois, me semble-t-il, il y a là plus qu'un seul simple accès de peur. Vous avez l'impression que quelqu'un vous garde et combat pour vous. Néanmoins, je me sens toujours humilié et misérable au sortir d'une crise de ce genre. Quand il fit vraiment clair, j'ouvris ma porte et, revolver au poing, me hasardai dans le passage. Je vis arriver, montant par le grand escalier, le vieux maître d'hôtel qui portait une tasse de café. Il avait simplement enfoncé dans son pantalon les bouts de sa chemise de nuit et ses pieds disparaissaient dans une paire de vieilles savates. « Hola, Peters !» m'écriai-je, pris d'une soudaine bonne humeur, car, tel un enfant égaré, j'étais heureux de me retrouver à proximité d'une présence humaine. « Où allez-vous avec ces rafraîchissements ?» Le vieillard sursauta et répandit un peu de café. Il me regardait. Je lui trouvai l'air pâle et brisé. Il monta les dernières marches et me tendit le petit plateau. « Je me réjouis vraiment, monsieur, de vous voir sain et sauf, dit-il. J'ai craint un moment que vous ne fussiez assez imprudent pour vous risquer dans la chambre grise. Monsieur, le bruit de la porte m'a tenu éveillé toute la nuit. Au jour, j'ai pensé à vous faire une tasse de café. Je savais que vous alliez venir vérifier les scellés, et il me semble plus sûr d'être à 2 pour cela. Peters, dis-je, vous êtes un ange. Quelle aimable attention de votre part. Et je bus le café. Venez, lui dis-je, en lui remettant le plateau. Je vais voir à quoi les brutes se sont occupées. Je n'en ai pas eu le cœur cette nuit. J'en suis bien aise, monsieur, répliqua-t-il. La chair et le sang ne peuvent rien contre les démons, et ce sont des démons qui hantent la chambre grise après le crépuscule. J'examinais les scellés sur la porte à mesure que j'avançais. Ils étaient intacts. Mais quand j'arrivai à ceux de la chambre grise, je les trouvais brisés. Cependant, la carte de visite demeurait attachée au-dessus de la serrure. Je l'enlevai, ouvris la porte et entrai non sans précaution. Mais rien d'effrayant n'apparaissait dans la chambre qu'un flot de lumière inondé. Pas un de mes scellés n'avait été dérangé. Peters, qui me suivait, me dit soudain « La literie, monsieur !» Je volai au lit que je parcourus du regard. En effet, la literie gisait bel et bien dans un coin à la gauche de la couche. Vous pouvez vous figurer ce que j'éprouvais. Quelqu'un avait été dans la chambre. Un moment, mes yeux hésitèrent, écarquillés entre le lit et le monceau de linge sur le parquet. En vérité, je ne souhaitais toucher ni l'un ni l'autre. Le vieux Peters, pourtant, ne parut pas affecté de cette manière. Il s'approcha du tas de couvertures et se préparait à les ramasser, comme sans doute il l'avait fait chaque jour depuis 20 ans, mais je l'arrêtai. Je ne voulais pas qu'on déplaçât quoi que ce fût avant la fin de mon exploration. Celle-ci me prit encore une bonne heure. Alors seulement je permis à Peters de refaire le lit, après quoi nous sortîmes et je refermai la porte à clé, car la chambre m'inspirait de nouveau une sorte de peur nerveuse. Je fis une courte promenade, puis déjeuner, ce qui me réconforta un peu, et je retournai à la chambre grise d'où, avec l'aide de Peters et d'une servante, je retirai tous les meubles et jusqu'au tableau, ne laissant que le lit. À l'aide d'une sonde, d'un marteau et d'une loupe, j'examinai le plancher, le plafond et les murs, mais je ne découvris rien d'anormal. C'est alors que j'acquis la formelle certitude qu'un être invraisemblable avait été déchaîné dans la chambre durant la précédente nuit. De nouveau, je scellai tout, y compris la porte refermée à clé, et je m'en fus. Après le dîner de ce soir-là, Peters et moi dépaquetâmes une partie de mes bagages, et je fixai mon appareil photographique et ma lampe à incandescence en face de la porte maléfique, au moyen d'un fil reliant la lampe à la porte.
Si celle-ci était réellement ouverte, la lumière jaillirait immédiatement et peut-être aurais-je le matin une curieuse image à examiner. La dernière chose que je fis avant de sortir fut de décaper les lentilles. Après quoi, j'allai chez moi me mettre au lit, car j'avais l'intention de me relever à minuit. Pour n'y pas manquer, je réglai mon petit réveil matin et laissai brûler la bougie. La sonnerie m'arracha au sommeil à l'heure voulue. Ayant passé ma robe de chambre et mes pantoufles, je glissai mon revolver dans ma poche de flanc et ouvris la porte. Alors, j'allumai ma lanterne sourde, dont je retirai une des parois coulisses, de manière à ce qu'elle jetât une intense clarté. Je la portai dans le corridor jusqu'à une distance de 30 pieds et la plaçai sur le plancher, le rayon lumineux dirigé vers l'endroit opposé à celui où je me tenais, afin qu'elle me montrât quiconque s'approcherait par le passage obscur. Je retournai m'asseoir au seuil de ma propre chambre, le revolver au poing, les yeux fixés sur l'endroit où mon appareil photographique faisait face à la porte de la chambre grise. Je montais ainsi la garde depuis 1h30 quand soudain j'entendis du bruit dans le corridor. J'eus aussi conscience d'une étrange sensation de piqûre à la nuque et un peu de sueur me perla aux mains. L'instant d'après, l'abrupte lueur de la lampe à incandescence illuminait tout le passage, puis l'obscurité redevint profonde. J'interrogeai nerveusement le corridor, l'oreille tendue, cherchant à découvrir ce qu'il y avait par-delà le faible éclat rouge de ma lanterne sourde, qui maintenant semblait pauvre jusqu'au ridicule, par contraste avec le terrible éblouissement de la lampe à incandescence. Et comme je m'avançais, tout yeux et toute oreille, de nouveau retentit le frappement formidable de la porte. Le son parut emplir le corridor entier et se répercuter par la maison avec une sorte de creux sépulcral. J'eus l'impression que mes os se fondaient en eau, une impression bestiale. Mais comme j'écoutais et comme je regardais, le son reprit, bang, 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 et puis il y eut un silence pire que le bruit même. Je ne pus m'empêcher de croire qu'un être monstrueux rampait vers moi le long du corridor. Soudain ma lampe s'éteignit et il me devint impossible de voir à 1 mètre devant moi. Je me dis qu'il était fort peu raisonnable de rester assis là, et je sautai sur mes pieds. En ce moment même, je crus ouïr un son dans le passage tout à fait près de moi. Je reculai d'un saut jusque dans ma chambre, fermai précipitamment la porte et tournai la clé. Je m'assis sur mon lit, aux aguets. J'avais mon revolver en main, mais ce qu'il me semblait inutile. Comprenez-vous, je sentais qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de la porte. Je savais, par une raison inconnue, que ce quelqu'un ou ce quelque chose exerçait une pression sur la porte et cependant était mou. Voilà exactement ce que je pensais. Mais si vous y réfléchissez, vous trouverez cette imagination bien étrange. Je réussis à recouvrer un peu la possession de moi-même et dessiner fébrilement avec de la craie sur le plancher poli un pentacle dans lequel je m'enfermais jusqu'aux approches de l'aube. Et pendant tout ce temps, là-bas, dans le corridor, la porte de la chambre grise renouvelait son coup de tonnerre à de solennels et effrayants intervalles. L'affreuse, la misérable nuit. Au point du jour, le tapage de la porte cessa, peu à peu. Alors, réunissant mes énergies, j'allai par le corridor, dans la lumière naissante, recouvrir les lentilles de ma chambre obscure. Je puis vous avouer qu'il me fallut pour cela faire effort sur moi-même, mais si je n'y fusse point allé, ma photographie aurait été gâtée. Revenu dans ma chambre, j'effaçai l'étoile à 5 pointes au milieu de laquelle je m'étais installé. Une demi-heure après, Peters m'apportait mon café. Je le bus, puis nous nous rendîmes ensemble à la chambre grise. J'en profitai pour jeter un coup d'œil sur les scellés des autres portes. On n'y avait point touché. Le seau placé sur la porte de la chambre grise était brisé, ainsi que le fil attaché au déclic de la lampe à incandescence, mais la carte de visite se trouvait encore au-dessus de la serrure. Je l'enlevai et ouvris la porte. Rien d'anormal ne frappa nos yeux, sauf quand nous arrivâmes au lit. Je vis, comme la veille, la literie jetée dans le coin à gauche. Cette découverte me causa un certain malaise, mais je n'oubliai pas de vérifier les scellés. Aucun n'avait été brisé. Alors je regardai Peters, et il me regarda, branlant la tête. « Sortons, dis-je. Ce n'est point ici un endroit où un être humain puisse entrer sans une protection spéciale. » Nous sortîmes. De nouveau, je fermai à clé et scellai la porte. Après déjeuner, je développai le négatif, mais il ne me montra que la porte de la chambre grise à demi ouverte. Alors je quittai la maison pour me procurer certains matériaux et instruments qui pouvaient être nécessaires à la vie, voire à l'esprit, car j'avais résolu de passer la nuit suivante dans la chambre grise. Je revins en cabriolet vers 5h30 avec mes acquisitions
que Peters et moi déposâmes dans la chambre grise où je les empilai avec soin au centre du plancher. Quand tout fut là, y compris un chat que j'avais apporté, je fermai la porte à clé, la scellai et m'éloignai dans la direction de ma chambre, disant à Peters que je ne descendrais pas dîner. « Bien, monsieur, acquiesça-t-il, supposant que j'allais rentrer chez moi. Et c'était exactement ce que je voulais qu'il supposât, car je savais que s'il eût connu mon intention, il se serait mis dans tous ses états et m'aurait énervé. Mais je ne fis que prendre dans mon appartement mon appareil photographique et ma lampe à incandescence et revins au plus vite dans la chambre grise où j'entrai. Je fermai à clé et scellai la porte et me mis au travail, car j'avais beaucoup à faire avant que l'obscurité tombât.